As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent communiquer avec une aisance incroyable, tandis que la majorité peine même à commencer une conversation simple? Ce n'est pas du charisme, et il n'existe aucun don particulier. C'est une compétence et toute compétence peut s'apprendre. Aujourd'hui, ici et maintenant, tu vas apprendre l'art de converser avec n'importe qui. Tu vas découvrir ce principe de communication stoïcienne capable de transformer les mots en pouvoir. Et non, il ne s'agit pas de devenir un robot ni de créer des connexions superficielles. Il s'agit de quelque chose de bien plus humain, apprendre à véritablement te connecter aux autres. Les stoïciens étaient des maîtres dans cet article. La plus grande preuve, c'est que même après 2000 ans, leurs paroles ont toujours du sens. Elles nous touchent encore, elles nous guident encore, et surtout, elles fonctionnent toujours. Lorsque tu maîtriseras cet art, ta vie sociale changera. Ton réseau professionnel s'élargira, et ta confiance grandira d'une manière que tu n'as peut-être jamais ressentie auparavant. C'est comme avoir une carte pour naviguer dans n'importe quelle conversation, peu importe la personne en face de toi. Et le meilleur dans tout ça? Tu n'as pas besoin d'être la personne la plus extravertie de la pièce. Tu as simplement besoin de comprendre les principes que je vais partager avec toi maintenant. Car lorsque tu comprends ces principes, quelque chose se produit naturellement, tu cesses de courir derrière l'attention, et c'est précisément à ce moment-là que l'attention commence à venir vers toi. Commençons. Numéro 1, qu'est-ce que cela a signifié pour toi? Il existe des questions qui ouvrent des portes, et des questions qui ouvrent les personnes. Et celui qui apprend à poser ce second type de questions n'aura plus jamais de conversation superficielle. On découvre alors que la connexion ne naît pas de la quantité de mots échangés, mais de la qualité des questions posées. Imagine la scène, tu parles avec quelqu'un et tu poses les questions habituelles, ça va? Comment s'est passée ta journée? La réponse arrive automatiquement, presque sans réfléchir, ça va. C'était chargé. Normal. Et la conversation meurt là. Non pas parce que la personne ne veut pas parler, mais parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de vraiment le faire. Tu ne lui as pas donné un véritable espace pour se montrer. Ces questions sont sûres, mais elles restent superficielles. Elles ne créent ni profondeur, ni chaleur, ni lien. Elles ne font que déplacer de l'air. Maintenant imagine une autre attitude. La même personne, le même moment, le même contexte, mais tu poses une question différente. Une question qui ne demande aucune performance, seulement de la sincérité. Une question qui invite. Quelque chose comme « Qu'est-ce qui occupe ton esprit ces derniers temps ?» Ou « Qu'est-ce que cela a représenté pour toi ?» Ou encore « Quelle a été la partie la plus difficile dans tout ça ?» Soudain, l'expression du visage change. La personne respire, réfléchit, cherche la réponse en elle, et non à l'extérieur. Voici la différence, les questions profondes ramènent l'autre vers son intérieur, puis le ramènent vers toi d'une manière bien plus authentique. Les gens ne se souviennent pas des conversations pour les informations échangées, mais pour ce qu'ils ont ressenti. Et lorsqu'une personne sent qu'elle peut s'ouvrir à toi, le lien naît à cet instant précis. Dale Carnegie disait que les conversations les plus mémorables sont celles où tu fais parler l'autre de ce qui est important pour lui, non pas pour paraître intéressé, mais parce que cela t'intéresse réellement. Parce que tu veux découvrir ce qui se cache derrière les mots. Sénèque complète cette vision avec encore plus de profondeur. Personne n'ose vraiment se regarder à l'intérieur, mais chacun souhaite être vu. Et c'est exactement ce que permettent les bonnes questions. Elles aident l'autre à se voir lui-même, pendant que toi, tu le vois aussi. Mais il y a un point essentiel, les questions profondes ne sont pas des interrogatoires. Elles ne sont ni un outil d'enquête, ni un moyen d'accélérer artificiellement l'intimité. Elles servent uniquement à créer de l'espace et l'espace est tout ce dont une conversation a besoin pour fleurir. Lorsque tu demandes « Comment cela t'a-t-il affecté ?» ou « Que as-tu appris de cette expérience ?» tu n'envahis rien. Tu dis simplement « Je peux t'accompagner à l'intérieur, si tu veux bien m'y emmener. » Ce type de question demande du courage, parce qu'il exige une présence réelle, et qu'il te prépare à accueillir des réponses sincères, brutes, humaines. Mais c'est précisément pour cela qu'elle crée un type de connexion qui ne se défait pas. Les stoïciens affirmaient que la véritable sagesse naît lorsque nous apprenons à comprendre non seulement nos propres émotions, mais aussi celles des autres. Les questions profondes sont des outils de compréhension, non pas parce qu'elles offrent des réponses correctes, mais parce qu'elles révèlent des vérités qui étaient cachées. Au final, tu vas réaliser quelque chose de simple et puissant. Les meilleures conversations de ta vie ne sont pas nées de phrases apprises par cœur. Elles sont nées de questions qui ont permis à l'autre de dévoiler une part de lui-même. Et lorsqu'une personne sent qu'elle peut montrer cette part sans peur, sans jugement et sans se presser, elle te garde en mémoire avec une forme de tendresse qui ne s'explique pas, elle se ressent. Les questions qui ouvrent le cœur créent des liens invisibles. Et les liens invisibles sont les seuls qui durent vraiment. Numéro 2, j'aimerais en savoir plus. 5 mots simples, mais lorsqu'ils sont utilisés avec bienveillance, ils deviennent l'une des attitudes les plus puissantes de toute communication humaine. Imagine la scène,
Quelqu'un te dit, d'un ton décontracté, une tasse de café à la main, j'ai commencé à courir le matin. Ce n'est qu'un détail, presque lâché dans l'air, mais c'est souvent dans ce type de détail qu'une conversation peut naître, ou mourir. Car la réponse la plus commune est automatique. Ah oui, moi aussi je cours, tu savais? Je me suis même acheté de super baskets. Et avant même de t'en rendre compte, tu es déjà en train de parler de ton application de course, de ton temps, de tes performances, de ta routine. La petite porte que l'autre avait ouverte se referme silencieusement, comme si tu avais traversé la conversation juste pour retourner dans ton propre monde. Cela semble être une conversation. Cela semble être de l'enthousiasme. Cela semble être une connexion. Mais ce ne l'est pas. C'est une lutte pour occuper la scène. C'est l'instinct de vouloir montrer quelque chose sur toi. C'est l'anxiété de remplir le silence avec ton histoire. L'autre avait entrouvert une fenêtre vers son univers, et au lieu d'y entrer, tu as tiré le rideau pour retourner au tien. Alors la conversation perd de sa lumière, de sa profondeur, de sa vérité. Maintenant imagine une autre attitude. Elle dit, j'ai commencé à courir le matin. Et tu réponds simplement, j'aimerais en savoir plus. Tu ne rajoutes rien. Tu n'essaies pas de comparer. Tu n'essaies pas d'avoir l'air expert. Tu ne transformes pas son expérience en tremplin pour parler de la tienne. Ce n'est pas une phrase magique, c'est une posture. C'est faire de la place. C'est dire, avec une curiosité vraie, montre-moi ce qu'il y a là-dedans. Tu crées un terrain fertile pour que la conversation puisse grandir. Parce qu'à cet instant précis, le centre de la conversation n'est plus toi, c'est le petit morceau de son monde qu'elle vient de révéler. Et ce type d'écoute n'est pas passif. C'est une écoute active, mature, une forme d'attention rare. C'est là que la magie opère. Les gens passent leur vie à attendre quelqu'un qui les écoute vraiment. Quelqu'un qui veuille comprendre ce qu'il y a derrière une phrase simple. Quelqu'un qui s'intéresse non pas seulement au sujet, mais à sa signification personnelle. Lorsque quelqu'un trouve enfin cela, tout change. Le regard s'adoucit. Le corps se détend. La voix devient plus sincère. Épictète disait, nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Ce n'était pas une jolie métaphore, c'était une directive pratique, une sagesse pour la vie quotidienne. Quand tu écoutes avec un vrai intérêt, quelque chose change dans l'air. La personne se détend. Ses épaules s'abaissent. La respiration ralentit. Le regard retrouve de la lumière. Et c'est là que naît la véritable connexion, quand l'autre se sent compris, pas analysé, vu, pas corrigé, écouté, pas simplement toléré. L'écoute authentique crée la confiance, parce qu'elle donne aux gens le sentiment d'être intéressant à côté de toi. Et, à la fin, lorsque quelqu'un sort d'une conversation en pensant « je me suis senti intéressant en parlant avec lui », il revient. Il revient toujours. Parce que tu lui as offert quelque chose de rare, la présence. L'écoute authentique n'est pas une technique. C'est une maturité. C'est le courage de faire taire ton propre ego pour percevoir l'univers de l'autre. Les stoïciens parlaient de demeurer présent comme d'un entraînement quotidien, une discipline visant à garder la conscience dans le moment exact où la vie se déroule. Et c'est cela qui distingue quelqu'un qui parle pour occuper l'espace de quelqu'un qui parle pour se connecter. Être présent, c'est être entier. C'est offrir à l'autre quelque chose que presque personne n'offre, un espace sûr, clair, tranquille, où il peut exister sans se presser, sans compétition, sans peur de ne pas être suffisant. C'est pourquoi « j'aimerais en savoir plus » n'est pas seulement une phrase, c'est une décision. La décision de suspendre ton jugement. De mettre ton propre monde en pause. Et d'ouvrir un espace pour l'univers qui est devant toi. Et lorsque tu fais cela, lorsque tu restes présent pendant que l'autre se révèle, tu découvres quelque chose que les stoïciens connaissaient parfaitement. Écouter est une forme d'amour pour la vérité. Car c'est à travers l'écoute que nous voyons qui est réellement l'autre, et c'est à travers elle que nous découvrons qui nous sommes en train de devenir. C'est dans le silence attentif, dans la tranquillité de la présence, et dans la curiosité sincère que la communication cesse d'être un échange de mots pour devenir une rencontre. Et les rencontres, quand elles sont vraies, changent une vie. Numéro 3, je ne sais pas, la valeur qui inspire le respect. 3 mots simples, mais lorsqu'ils sont prononcés avec calme, ils révèlent une forme de force que peu de personnes osent montrer. Imagine la scène, tu discutes avec quelqu'un au travail, parlant de choses banales de la journée, jusqu'à ce que la personne dise « j'essaie de mieux comprendre les finances ». Tu sais comment fonctionne le revenu fixe? C'est une question simple, mais elle déclenche un mécanisme intérieur chez beaucoup de gens. La peur d'avoir l'air ignorant, l'anxiété de ne pas être à la hauteur, le besoin de paraître préparé. Alors commencent les réponses improvisées, oui, je comprends un peu, j'ai lu quelques trucs, je ne suis pas expert, mais... Pendant qu'elle parle, tu ressens l'inconfort grandir. Des phrases hésitantes qui veulent sonner sûres. Des mots qui ressemblent à une explication, mais qui ne transportent qu'une seule chose, la peur. Maintenant imagine une autre réponse.
La personne te demande, tu sais comment ça fonctionne? Et tu réponds, sans hésiter, sans te justifier, sans te sentir diminué, je ne sais pas. Juste ça. 2 mots simples, propres, complets. Ce n'est ni de l'abandon, ni de la faiblesse, c'est de la présence. L'atmosphère change immédiatement. L'autre se détend. Le poids social disparaît. La conversation cesse d'être une scène où chacun tente de prouver quelque chose. Soudain, vous êtes au même niveau. Et c'est précisément cela qui crée la confiance. Certaines personnes, quand tu les écoutes, tu sais simplement qu'elles ne cherchent pas à paraître. Elles sont. Et paradoxalement, cette transparence leur donne plus de force que n'importe quelle tentative de montrer leur savoir. Socrate disait, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Ce n'était pas un tour rhétorique, mais une forme de liberté. Car celui qui admet qu'il ne sait pas s'ouvre à l'apprentissage, tandis que celui qui doit toujours prétendre devient prisonnier de sa propre image. Les stoïciens comprenaient l'humilité non comme une soumission, mais comme une clarté intérieure, la clarté de reconnaître que personne ne perd de valeur en admettant son ignorance. Au contraire, ils gagnent du respect. Parce que l'honnêteté inspire la sécurité, et la sécurité crée le lien. Quand tu dis « je ne sais pas » avec présence, la personne en face de toi sent qu'elle est avec quelqu'un de réel, pas quelqu'un qui cherche à impressionner, pas quelqu'un qui rivalise pour prendre de la place, mais quelqu'un qui est là, pleinement, consciemment, sincèrement. Et dans ce type de conversation, un terrain fertile apparaît, pour apprendre, pour poser des questions, pour explorer. Le dialogue devient léger, humain, authentique, et la relation grandit presque sans effort. Dire « je ne sais pas » n'est pas une technique d'humilité. C'est une posture. C'est l'ego qui s'incline pour laisser entrer la vérité. C'est la maturité qui reconnaît que l'ignorance n'est pas une faute, mais un point de départ. Au fond, admettre que tu ne sais pas est un acte de courage, parce que c'est une manière de dire « je n'ai pas besoin d'être parfait pour être présent ». Et cette liberté-là, beaucoup la cherchent toute leur vie, mais peu ont le courage de la pratiquer. Numéro 4, cela a l'air difficile. Ces mots changent entièrement la manière dont quelqu'un se sent à vos côtés. Et, curieusement, presque personne ne les utilise. Imagine ceci, vous discutez avec un proche, et la personne commence à se confier. J'essaie de gérer le travail, la maison, et en plus de m'occuper de ma mère, mais il y a des jours où je n'y arrive tout simplement pas. La plupart du temps, la réponse automatique ressemble à l'une de celles-ci. Mais est-ce que tu as essayé d'organiser mieux ta routine? Quand ça m'est arrivé, j'ai fait comme ça. Tu dois apprendre à mieux gérer tout ça. Cela semble être de la préoccupation, mais ça fait l'effet d'un jugement. Parce que la personne n'avait pas besoin d'une solution, elle voulait être vue. Et chaque fois qu'on tente de réparer trop vite la douleur de l'autre, on crée l'impression qu'il ne gère pas assez bien sa propre vie. Maintenant, imagine une autre attitude. La même personne se confie, avec la même voix fatiguée, le même poids dans les yeux. Et vous répondez simplement « ça a l'air difficile ». Pas pour minimiser. Pas pour dramatiser. Pas pour être d'accord avec tout. Mais pour reconnaître que cette personne traverse quelque chose de réel. À cet instant, quelque chose d'important se produit. Son corps se relâche, sa respiration change. Parce que ce qu'elle trouve en face d'elle, ce n'est pas un réparateur de problèmes, mais un refuge. Quelqu'un qui ne cherche pas à arracher la douleur trop vite, quelqu'un qui offre de l'accueil plutôt que de la précipitation. La validation ne consiste pas à résoudre, elle consiste à reconnaître l'humanité. Marc Aurèle disait, « Sois tolérant avec les autres et exigeant envers toi-même ». Mais la plupart font l'inverse, elles exigent trop des autres et s'excusent trop avec elles-mêmes. Lorsque tu valides la douleur de quelqu'un, tu crées un espace rare, presque sacré, où la personne peut être vulnérable sans craindre d'être vue comme faible ou incapable. C'est dans cet espace que les émotions se réorganisent, que la clarté revient, que ce qui semblait impossible devient supportable. Et le plus curieux, c'est que lorsqu'une personne se sent comprise, elle se renforce d'elle-même, parce que le poids émotionnel ne diminue pas grâce aux solutions, il diminue grâce à la présence. Cela a l'air difficile. Ce n'est pas une technique. C'est une manière de dire, je te vois. Je vois ce que tu portes. Et tu n'es pas seul dans ce moment. Les stoïciens comprenaient que porter son propre fardeau est déjà suffisamment lourd. Personne n'a besoin, en plus, de porter les attentes des autres. Et valider la souffrance de quelqu'un ne signifie pas être d'accord avec tout. Cela signifie reconnaître qu'il y a là un être humain, traversant quelque chose à la mesure de sa propre vie. Au final, les relations les plus profondes ne sont pas faites de conseils, elles sont faites de présence. Et celui qui apprend à valider apprend à aimer de manière mature, sans précipitation, sans imposition, sans essayer d'effacer ce qui a encore besoin d'être vu. Quand tu dis « cela a l'air difficile », tu ne résous pas le problème. Mais tu offres quelque chose de plus rare, un endroit où l'autre peut respirer. Numéro 5, le silence. Le silence,
l'espace le plus redouté dans une conversation, et en même temps le plus puissant. Imagine la scène. Tu es assis à une table avec quelqu'un, peut-être dans un café ou dans une pièce tranquille. Après un échange rapide de mots, surgit ce petit intervalle où personne ne dit rien. 1 seconde. 2. 3. Et immédiatement naît l'inquiétude. La main se dirige vers le téléphone, la jambe commence à bouger, l'esprit cherche désespérément n'importe quel sujet pour remplir le vide. Alors apparaissent les phrases lancées au hasard, « Ah, ça me fait penser à autre chose. » Enfin bref, comme je te disais. Ou des rires nerveux qui n'ont pas vraiment leur place. Tout cela pour éviter le silence, comme s'il était un ennemi qu'il faut vaincre. Mais maintenant, imagine une autre attitude. La même table, la même pause, le même intervalle entre une phrase et la suivante. Et au lieu de te précipiter pour remplir l'espace, tu restes simplement là. Tu respires. Tu demeures présent. Tu ne fuis pas. Tu ne cherches pas de mots précipités. Tu n'essaies pas de forcer des pensées qui ne sont pas encore nées. Tu te reposes simplement un moment dans l'espace qui existe entre deux phrases. Soudain, le silence cesse d'être inconfortable et devient présence. Et l'autre personne le ressent. Parce qu'il y a quelque chose de profondément humain dans le fait d'être aux côtés de quelqu'un qui ne craint pas le vide, qui n'a pas besoin de bruit pour se sentir exister, qui peut simplement tenir le moment sans s'y perdre. Le silence révèle une force discrète, la force de celui qui n'a rien à prouver, la force de celui qui est en paix avec lui-même, la force de celui qui ne se bat pas sans cesse avec sa propre tête. Sénèque disait, le silence est une leçon apprise à travers beaucoup de souffrances. Et il avait raison, car le silence transmet quelque chose de rare, la stabilité. Et la stabilité est irrésistible. Les gens se détendent, la conversation devient plus profonde, et l'atmosphère change. Le silence crée de l'attente. Il donne du poids à ce qui va être dit. Il permet aux mots de naître au moment juste, non comme une fuite, mais comme une vérité. Le silence est le terrain où les personnes révèlent enfin qui elles sont. C'est là que le nervosisme apparaît, que l'anxiété respire, que l'authenticité surgit. Et lorsque tu n'essaies pas de t'en échapper, tu deviens quelqu'un de sûr, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de soi commence par la maîtrise de l'esprit. Et le silence est le miroir où nous voyons exactement ce que nous portons à l'intérieur. Celui qui ne supporte pas le silence, généralement, ne se supporte pas lui-même. Mais celui qui l'embrasse y trouve de la force. Au final, le silence n'est pas une absence, c'est un espace. Un espace pour que la conversation respire. Un espace pour que la vérité apparaisse. Un espace pour que l'autre se sente à l'aise à tes côtés. Lorsque tu apprends à soutenir le silence, tu découvres qu'il n'interrompt pas la conversation, il la rend plus profonde, et dit souvent exactement ce que les mots n'arrivent pas à exprimer. Numéro 6, je te respecte beaucoup. 4 mots rares. Non pas parce qu'ils sont difficiles à prononcer, mais parce qu'ils exigent un type de regard que le monde moderne a désappris à cultiver. Un regard capable de voir la personne au-delà de son utilité, au-delà de ses gestes, au-delà de ce qu'elle fait. Un regard qui voit l'être. Imagine la scène. Tu es avec quelqu'un qui t'aide toujours, qui fait des efforts, qui est toujours présent au travail, en amitié, dans la famille. Un jour, cette personne te rend encore un service, et tu réponds automatiquement « merci ». C'est correct, poli, nécessaire, mais parfois, c'est insuffisant. Parce que le « merci » reconnaît l'action, mais pas forcément la personne. Et c'est précisément là que beaucoup de relations perdent en profondeur. Non parce qu'il manque de l'amour ou du respect, mais parce qu'il manque de la présence, de la pause, ce petit moment qui porte un message plus intime, « je vois qui tu es ». Maintenant, imagine une autre attitude. La même personne, le même geste, le même moment. Mais au lieu de dire simplement « merci », tu la regardes dans les yeux 1 seconde, et tu prononces calmement. « Je te respecte beaucoup ». C'est différent. C'est plus grand. C'est plus humain. Parce que « je te respecte beaucoup » ne parle pas de ce que la personne a fait, mais de ce qu'elle est quand elle le fait. Ça ne valorise pas seulement l'action, ça honore l'intention. Ça ne reconnaît pas la fonction, ça reconnaît le caractère. Et personne ne reçoit cela avec indifférence. Une légère émotion apparaît souvent sur le visage de l'autre lorsqu'il réalise qu'il n'est pas jugé, mais vu. Comme si quelque chose en lui respirait enfin, comme si un morceau de son existence venait d'être reconnu pour ce qu'il est réellement. Marc Aurèle, dans ses méditations, avait l'habitude de réfléchir aux vertus des personnes qui l'entouraient. Il remerciait intérieurement la bonté, la fermeté, la patience, la loyauté qu'il percevait chez chacun. Il comprenait que respecter l'autre n'est pas flatter, c'est voir clairement la lumière que porte une personne avant même de voir le bénéfice qu'elle apporte. Mais cette phrase demande du soin. Dite trop souvent, elle perd sa force. Dite sans sincérité, elle sonne faux. Dite au mauvais moment, elle devient une technique. Je te respecte beaucoup, doit venir du bon endroit.
cet espace silencieux où tu perçois réellement la valeur de quelqu'un, même lorsque cette personne ne fait rien d'extraordinaire. Lorsqu'elle est prononcée avec vérité, cette phrase crée des liens qui ne se brisent pas. Parce que les gens ne deviennent pas loyaux grâce aux faveurs. Ils deviennent loyaux lorsqu'ils se sentent vus dans leur humanité. Les stoïciens comprenaient qu'aucune vertu n'existe isolée. Et le véritable respect est une vertu silencieuse, car il exige de l'attention, de l'humilité et de la gratitude. Tu ne dis pas « je te respecte beaucoup » pour récompenser quelqu'un. Tu le dis pour l'honorer. Au fond, ce qui soutient les relations, ce ne sont pas les grands gestes, mais les petites reconnaissances. Et lorsque tu apprends à respecter quelqu'un pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il te donne, les relations cessent d'être des transactions et deviennent des rencontres. Et les rencontres véritables ont une marque unique, elles demeurent. Numéro 7. Le pouvoir de dire non. Non. Un mot court, simple. Mais lorsqu'il est prononcé avec conscience, il devient la frontière entre celui qui vit pour plaire, et celui qui vit avec intention. Pense à ceci, quelqu'un t'envoie un message et te dit « Tu peux m'aider un petit moment ?» Ou encore « Tu peux faire ça pour moi aujourd'hui même ?» Tu regardes la demande. Tu sens ton corps se fatiguer rien qu'à l'idée d'y répondre. Tu réalises que tu es déjà épuisé, que tu as déjà trop à faire, et que dire oui va encore te voler un morceau de paix. Mais malgré tout, la réponse sort automatiquement « Bien sûr, pas de problème, je vais me débrouiller. » Et aussitôt apparaît cette sensation amère, celle de t'être trahi toi-même. Pas parce qu'aider est mauvais, mais parce que ce « oui » n'est pas né de ta volonté. Il est né de la peur. La peur d'être perçu comme impoli. La peur de décevoir. La peur de perdre l'affection des autres. La peur du conflit. Alors, sans t'en rendre compte, tu commences à porter des petits poids qui ne t'appartiennent pas, tout en laissant les tiens s'accumuler dans un coin de ta vie. Maintenant, imagine une autre posture. Le même message. La même demande. La même pression silencieuse. Mais cette fois, tu respires profondément. Tu sens ton propre limite intérieure. Et tu réponds, calmement, non. Sans dureté. Sans longue justification. Et surtout, sans remords. Juste une frontière claire, posée avec tranquillité. À ce moment précis, quelque chose d'important se produit non seulement chez l'autre, mais aussi en toi. Ton corps se relâche. Ton esprit s'éclaircit. Et ton estime intérieure se réorganise. Parce que le « non » dit avec conscience n'est pas un mur, c'est un filtre. Il éloigne ce qui n'a pas de sens. Il protège ce qui compte réellement. Il cesse de favoriser ceux qui ne cherchent que ta disponibilité, et attire ceux qui respectent ton espace. Les stoïciens enseignaient que l'autodiscipline consiste à dire « non » à tout ce qui affaiblit ton intégrité intérieure. Et Marc Aurèle rappelait « si quelque chose n'est pas nécessaire, ne le fais pas ». Simple, direct, profond. Mais le monde moderne a créé l'illusion que dire non est un acte d'égoïsme. C'est exactement pour cela que tant de gens vivent épuisés, ils disent oui là où ils devraient protéger leur énergie, et ils ne disent non qu'à eux-mêmes. La vérité, c'est que tu n'es pas fait pour être disponible tout le temps. Tu es fait pour être entier. Et personne ne peut rester entier lorsqu'il se laisse dissoudre dans les besoins des autres. Le non crée le respect, non parce qu'il bloque l'autre, mais parce qu'il te renforce. Les gens commencent alors à comprendre que ton « oui » a du poids. Qu'il a du sens. Qu'il est intentionnel. Parce qu'il n'est pas automatique. Pas compulsif. Pas guidé par la peur. Et c'est étonnant de voir comment tout change lorsque tu apprends à dire non. Tu termines la journée avec dignité, pas avec du regret. Tu choisis avec plus de clarté. Tu te traites avec plus de sérieux. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui mérite la paix, pas seulement la productivité. Le non est une forme d'amour-propre que peu de gens ont le courage de pratiquer. C'est la voix mature qui dit « je respecte mes limites ». Et celui qui se respecte enseigne au monde entier à le respecter aussi. Dire non ne fait pas fuir les bonnes personnes. Cela ne fait fuir que les mauvaises. Et cela protège la partie la plus précieuse de toi, ta présence. La communication n'est pas une question de mots, mais de conscience. Tu peux avoir du vocabulaire, des histoires, des techniques, des expériences, rien de cela ne touche réellement quelqu'un si ton esprit n'est pas présent. Les stoïciens savaient que la véritable influence naît du caractère, non de la performance. De l'attention, non de l'effort. Du silence intérieur, non de la course à remplir l'espace de bruit. Et c'est exactement ce que font ces 7 principes, ils ne te transforment pas en quelqu'un qui parle davantage, mais en quelqu'un de plus authentique. Ils ne t'apprennent pas à contrôler la conversation, mais à créer l'espace pour que la conversation vive. Ils ne te rendent pas plus intéressant, ils te rendent plus entier. Et c'est cela qui attire. Car lorsque tu écoutes avec sincérité, les autres te font confiance. Quand tu admets tes limites, ils se détendent. Quand tu valides leur douleur, ils s'ouvrent. Quand tu soutiens le silence, ils reposent leur esprit. Quand tu apprécies vraiment, ils s'épanouissent. Quand tu dis non avec calme, ils te respectent.
Et quand tu poses des questions qui ouvrent le cœur, il se dévoile. Rien de tout cela n'est de la manipulation. C'est simplement la vérité. C'est la maturité. C'est la présence, ce type de posture rare qui ne réclame pas d'applaudissements, mais transforme n'importe quel lieu où tu arrives. Les stoïciens enseignaient que la grandeur consiste à enlever ce qui est inutile. Et peut-être que la plus grande leçon est là, tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour créer une véritable connexion. Tu as seulement besoin d'être entier. Lorsque tu fais taire ton ego, lorsque tu abandonnes la précipitation à vouloir prouver, lorsque tu choisis d'écouter avant de parler, lorsque tu offres ton attention avant ton opinion, quelque chose change autour de toi. Les gens commencent à venir vers toi, non parce que tu parles bien, mais parce qu'à tes côtés, ils se sentent mieux. Et c'est cela qui crée des relations solides, des conversations profondes, des liens véritables. Pas le talent, pas le charisme, pas un don spécial. Juste la pratique quotidienne d'être présent avec toi-même, avec les autres, avec la vie. Alors dis-moi en commentaire, quel principe vas-tu pratiquer aujourd'hui? Merci d'avoir été jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un angle différent, je t'invite à t'abonner. Ici, on continue ensemble, à réfléchir, à grandir et à construire la force intérieure.